Le petit bateau perdu au milieu de l'eau que vous voyez ici, eh bien c'est moi, Victor Hamann. L'été dernier, j'ai relevé un défi sportif pour découvrir de mes propres yeux ce qu'est véritablement le Rhône. Après mes études de biologie, j'ai eu la chance de visiter différentes parties du monde dans le but de mettre en avant, via des vidéos, la nature de ce monde. Et c'est ce que je vous propose dans cette nouvelle aventure où je vais me taper à peu près 400 bornes de vélo, 600 bornes de kayak pour descendre ce magnifique fleuve que vous voyez derrière moi et que vous connaissez peut-être, c'est le Rhône. Alors j'espère que vous êtes bien assis sur votre selle de vélo et que vous avez les oreilles grandes ouvertes pour apprendre une pétée de choses, en même temps que moi d'ailleurs, sur ce magnifique fleuve. C'est parti! Je me lance dans une aventure épique, à côté de mes deux fidèles compagnons, Yann et Sacha. Ensemble, nous allons entreprendre la descente du majestueux Rhône. Mes amis biologistes sont là pour m'épauler dans le tournage, mais aussi pour partager ces moments forts. À travers une aventure mêlant vélo et kayak, notre objectif est de capturer la beauté naturelle du Rhône et d'explorer les liens millénaires qui unissent l'humain à ce fleuve légendaire. Cette aventure va être magnifique, mais nous serons aussi les témoins d'une intense activité humaine qui, sur certains secteurs, ont littéralement transformé ce géant d'eau. Mais tout ça, on verra après. Commençons par le commencement. Tout naturellement, cette aventure, elle doit commencer ici, en Valais, en Suisse, parce que c'est là qu'on trouve le glacier du Rhône. Alors j'ai garé ma bicyclette et puis je vais aller maintenant mettre mes crampons pour gravir cette affaire et voir ce qu'il y a là-haut et commencer l'aventure proprement. Allez! D'abord emprisonnée sous forme de glace, l'eau du Rhône se libère goutte après goutte. Tous ces petits filets d'eau prennent progressivement de l'ampleur et forment un petit torrent qui va bientôt dévaler la montagne. Il ne s'agit encore que d'une petite rivière, mais elle sera bientôt rejointe par de nombreux affluents et continuera de gonfler jusqu'à la Méditerranée. C'est donc ici, dans ce paysage complètement dingue, que commence mon voyage. Dès les premiers coups de pédale, je suis vraiment impressionné par la flore alpine qui bord les rives du Petit Rhône. En juillet, c'est le festival de la pollinisation. Chaque plante sur son 31 attend les pollinisateurs qui vont venir les visiter. En descendant la vallée, j'ai découvert des plantes absolument fascinantes. J'étais tellement impressionné que je ne peux pas m'empêcher de vous faire part de quelques-unes de mes observations. La première, c'est le lys de Martagon. Une plante très belle, certes, mais qui ne dégage aucune odeur de jour. Du coup, elle est virtuellement invisible pour les insectes pollinisateurs. Mais quand les autres fleurs se préparent à passer la nuit, la fleur de lys, elle, relâche enfin son parfum. Voici un de ces serviteurs que j'ai eu la chance de croiser en fin de journée, le sphinx. Plus tard dans la soirée, une horde de papillons de nuit vont venir également la visiter. Voici une autre fleur, tout aussi incroyable, le casque de Jupiter. Cette plante est connue depuis très longtemps car elle est extrêmement toxique. Quelques grammes suffisent à provoquer la mort. Cette caractéristique lui permet du coup d'éviter de se faire manger par des herbivores, mais ne dérange en aucun cas tous les insectes pollinisateurs qui continuent leur travail. En continuant la descente, nous avons croisé notre première orchidée du voyage. Nous nous trouvons encore à 2500 mètres d'altitude, mais cette fleur est parfaitement chez elle ici. Et dire que moi je galère à faire survivre mes orchidées dans mon salon. Il va de soi qu'un grand nombre de ces fleurs sont protégées et méritent bien sûr notre admiration, mais aussi notre respect. Que je n'attrape personne en train d'en cueillir, s'il vous plaît. Une fois le col de la Fourca franchi, nous plongeons dans la vallée du Rhône, où le fleuve prend de l'ampleur, alimenté par les eaux de montagne. Et voilà, déjà de retour sur le Rhône. On était tout là-haut. Tac, 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 tac. Ouh, je suis décoiffé. Après avoir pris le temps d'observer les jolies fleurs de montagne, on continue notre voyage vers le lac Léman. Pas besoin de se presser, on veut profiter des paysages et de la nature qui nous entoure.
On s'arrête donc souvent pour explorer des endroits sympas, comme la zone alluviale de Sande, au pied du col de la Fourca. Ce secteur est très sauvage, et on a presque l'impression que les humains ne sont encore jamais passés par là. On est aussi passé par les bois de Finge et le site protégé de Punta Fontana. Là, je vais vous montrer un truc qui est assez incroyable. Ça devait ressembler à ça, le Rhône, à l'époque. En tout cas, le Valais. C'est beau? C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Je suis fatigué. Pourquoi tu t'assieds alors que c'est très beau? Je suis fatigué. C'est magnifique. Magnifique. Bien sûr, on s'est arrêté aussi au Folataire, près de Martigny. Un endroit que j'adore et que j'ai découvert pendant mes études de biologie. On a appris que ce tout petit secteur possède une des biodiversités les plus riches de toute la Suisse. On a même eu la chance d'observer une sacrée bestiole, le hibou grand-duc. Un peu plus loin, on a aussi traversé la réserve des Grangettes, un repère de nature avant d'atteindre enfin le lac Léman. C'est un peu froid ce matin, mais on arrive au lac. Bientôt, on finit à Lausanne, on pose les vélos et on chope les kayaks. En montant dans la tour d'observation, je ne peux que rêver à quoi devait ressembler cet endroit avant que le Rhône ne soit canalisé. Certainement un delta marécageux avec une immense population d'oiseaux en tout genre. Arrivé à Lausanne, on dépose enfin nos vélos et on saute dans nos kayaks avec Sacha afin de traverser le lac direction Genève. Ce premier trajet en kayak, c'est aussi une façon pour nous de tester notre matériel avant de nous lancer dans le Rhône côté français, qui s'annonce un peu plus épique, parce que jusque-là, on n'avait encore jamais fait de kayak sur de longues distances. Sur le Rhône et le lac Léman, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la présence d'une plante qui semble envahir les berges. En apparence assez jolie, cette plante de la famille des rhubarbes qui n'est pas du tout originaire de Suisse représente une grosse concurrence vis-à-vis des espèces indigènes. L'Association pour la sauvegarde du Léman lutte activement avec des bénévoles en organisant des journées d'arrachage pour limiter sa propagation. Et je suis justement parti à la rencontre d'une de ces nombreuses équipes. L'Association pour la sauvegarde du Léman a mis en place justement cette mission Alto Renouée pour diminuer fortement l'envahissement de la renouée asiatique. L'action spécifique d'être sur le terrain et d'arracher minutieusement que ces renouées permettrait en fait à la flore locale de pouvoir reprendre gentiment et d'être concurrentielle à cette renouée. A l'inverse, si on ne fait absolument rien sur le terrain, comme cette renouée est très concurrentielle, elle va prendre énormément de place, elle peut grandir facilement une saison de 3-4 mètres de hauteur et en fait recouvrir toute une surface. La mission Alto Renouée peut exister grâce aussi à différents partenariats. Les plus importants sont bien sûr les communes. Grâce à elles et leur organisation en termes de matériel et d'incinération, nous permet justement d'agir plus facilement sur leur terrain. Les citoyens peuvent participer à ce genre d'action. Justement, on est toujours en recherche de bénévoles car c'est vraiment sur eux qu'on compte un maximum pour arracher ces renouées. D'autres partenariats avec les ONG, comme par exemple ProNatura ou le WWF, avec des actions très ponctuelles d'une journée qui permettent de mettre la main à la pâte tous ensemble pour l'arrachage, par exemple. Si vous avez de la renouée asiatique dans votre jardin, petit conseil, évitez de la mettre dans le compost parce qu'elle a tendance à repartir, mais surtout l'incinérer, c'est vraiment la chose la plus importante. Après l'initiative Alto Renouée, l'ASL organise l'événement Net Léman. Il s'agit d'un grand nettoyage du lac et là aussi, la force de frappe de nombreux bénévoles a été très précieuse. Lors de la 12e édition de Net Léman, plus de 1000 bénévoles se sont rassemblés afin de nettoyer ensemble les rives et les fonds du lac. Ce week-end de mobilisation a pris place sur 13 secteurs différents et a même impliqué de nombreux plongeurs, professionnels et amateurs. L'objectif, bien sûr, était de ramasser le plus de déchets possible, et en particulier les plastiques, afin de prévenir leur fragmentation et donc leur entrée dans la chaîne alimentaire lorsque des animaux aquatiques les consomment. L'action Net Léman, mais aussi Alto Renouée, démontre l'importance de l'engagement des citoyens dans la protection de l'environnement. Grâce à ces actions collectives, l'ASL continue de sensibiliser le public et de promouvoir des solutions durables pour le bien-être du Léman. À titre personnel, je trouve ces actions véritablement incroyables. Ça fait plaisir de voir autant de monde s'intéresser à cette problématique et aussi d'agir concrètement pour inverser la tendance.
j'ai profité de l'eau cristalline de la rade de Genève pour plonger dans l'eau afin de voir ces fameuses forêts aquatiques que je survole depuis des kilomètres avec mon kayak. J'ai découvert un monde incroyable, que je connais très peu. Alors je vais laisser la parole à un véritable spécialiste qui va nous en parler en détail. Alors Pascal Mulatieri, je suis biologiste spécialisé dans les milieux aquatiques. Je dirige un petit bureau d'études et je préside l'association pour la sauvegarde du Léman. Alors les végétaux aquatiques, on les appelle les macrophytes, c'est-à-dire des plantes qui sont visibles à l'œil nu. Le Léman abrite une grande diversité en macrophytes, essentiels pour l'entier de l'écosystème, que ce soit pour créer des habitats, mais aussi pour permettre à toutes les espèces présentes de trouver, que ce soit un refuge, un site de reproduction et de s'alimenter, puisque c'est à la base de la chaîne alimentaire qu'on trouve les végétaux. Donc le lac Léman est un écosystème fragile et un des rôles de l'ASL, c'est d'être garant de la biodiversité. Cette biodiversité est souvent invisible, en tout cas invisible pour le nageur ou depuis le bord du lac. Un des rôles importants de l'ASL, de par ses 4000 membres et bénévoles, c'est aussi d'être un peu les gardiens de l'écosystème. C'est clair, l'ASL, elle peut intervenir auprès des institutions en cas de problème, peut s'opposer à des projets et peut surtout aussi les accompagner pour améliorer le développement et garantir la sauvegarde de la diversité. On fait à la fois de la sensibilisation, on a des actions concrètes sur le terrain, des projets bien spécifiques comme la stock ou l'arrachage de renouées. On intervient dans les écoles, on intervient pour des grands nettoyages. À Genève, on fait le plein de bouffe dans nos bateaux avant de repartir sur le Rhône pour rejoindre dans 16 jours, si tout se passe bien, la Camargue. Et voilà, là on vient de finir la toute petite partie du Rhône qui sort du lac et c'est rejoint directement par l'Arve que vous voyez derrière là. Maintenant on trace jusqu'au prochain barrage parce qu'on va en voir plusieurs. C'est pour ça qu'on a nos petites charrettes à l'arrière. Allez, c'est parti. Avant de quitter la Suisse, je suis passé par un endroit que je connais depuis que je suis tout gamin. La réserve du Moulin de Verre est un endroit super sympa où on peut voir de nombreux reptiles, dont une tortue. Assez surprenant pour la Suisse et pourtant, nous avons bien une tortue aquatique chez nous. Mais pour être honnête, je ne suis pas un expert de ces petites bêtes. Je vais alors laisser la parole à Charlotte, une spécialiste de cette espèce qui a participé à sa réintroduction dans plusieurs secteurs en Suisse. On a une espèce indigène de tortue suisse, c'est la seule, la cistude d'Europe, Emys orbicularis, et c'est une tortue aquatique, donc qui va vivre dans les marais du plateau suisse et du Tessin. C'est une espèce qui a besoin de milieux riches en végétation pour pouvoir s'y nourrir, hiberner, ce genre de choses, et de milieux qui sont très ouverts et chauds pour pouvoir pondre. Ici, on est dans la réserve naturelle du Moulin de Verre, donc on ne doit pas sortir des chemins pour préserver la tranquillité de la faune. Mais ce qui est l'avantage avec la cistude, c'est qu'elle est vraiment facilement observable. Il faut se mettre à un observatoire sur le bord d'un chemin avec une bonne vision sur un étang, chercher les troncs immergés ou juste en surface de l'eau et vous avez de grandes chances de voir une cistude qui est en train de se chauffer au soleil. Pour ce qui concerne les cistudes en Suisse, c'est une espèce de liste rouge, donc elle est en danger critique d'extinction. Et l'effectif des populations en Suisse, il est estimé à peu près 600 individus, donc c'est très faible. Avec le Centre Emys, l'association de protection et récupération des tortues, on a lancé le projet Emys, dont le but justement de suivre ces effectifs de population, dont la population qu'on a ici au Moulin de Verre, et puis de prospecter pour de nouveaux sites potentiels pour pouvoir faire des réintroductions d'espèces.
Je suis moi-même bénévole pour le projet EMIS. Ça fait des années que je m'investis pour la cistude. Mais ce qui est important de savoir, c'est que en fait, quand on protège la cistude, donc qu'on protège le milieu humide et le milieu terrestre qui lui sont importants, ça va bénéficier à beaucoup d'espèces autres qui sont peut-être un peu moins aimées. Donc la cistude, c'est vraiment ce qu'on appelle une espèce porte-drapeau ou une espèce parapluie. Avant de repartir sur le Rhône, je suis quand même obligé de préciser que la réserve du Moulin de Verre existe uniquement car quelques centaines de mètres au-dessus, on croisera notre premier barrage. Cette structure a eu un impact énorme sur le secteur. Le Moulin de Verre n'est donc qu'une compensation à la destruction de l'habitat qui a eu lieu avec l'installation du barrage de Verbois. Après cette petite parenthèse de nature à Genève, on remonte pour finir dans nos kayaks, direction la France. Là, on vient d'arriver en France, on est encore aux portes de Genève et juste derrière moi, il y a le marais de l'Étournel. Et ça, c'est un endroit qui est magnifique, on trouve plein d'animaux. J'ai d'ailleurs déjà installé des caméras trappe là-bas. Regardez voir ce que j'ai capturé. En vrai, c'est un énorme plaisir de descendre le Rhône parce que sur certains passages, on a l'impression d'être perdu au milieu de la nature et en plus, on a vraiment l'impression d'être tout seul sur l'eau. Pas un seul bateau à l'horizon. Quand on dit qu'on fait la descente du Rhône, on peut penser que c'est souvent des rapides, mais en fait non. La plupart du temps, c'est des lacs peu retenus comme celui-là qui sont gérés par un barrage. Le but, c'est de faire de l'électricité, de rendre la voie navigable et puis de garder l'eau pour les cultures. Mais pour nous, les kayakistes, c'est assez relou de traverser ces immenses lacs. La première conséquence de ces barrages, sur notre petite équipe en tout cas, c'est de devoir pagayer beaucoup dans les lacs de retenue pour atteindre le barrage, puis de devoir sortir les kayaks de l'eau. Donc notre aventure aquatique se transforme chaque jour un peu plus en aventure terrestre où on doit trimballer nos bateaux bien chargés et c'est assez galère. Mais heureusement, on a nos caddies. Le Rhône, au fil des années, a subi de grosses modifications afin de le transformer en véritable outil au service des humains. Les structures les plus visibles sont bien sûr les barrages, comme l'immense Génissia, un monstre de béton armé géré par la Compagnie nationale du Rhône. Toutes ces infrastructures servent à générer de l'électricité et aussi à réguler le débit du fleuve. Le revers de la médaille à cette production d'électricité, c'est que les barrages perturbent fortement le flux naturel du Rhône. Ils fragmentent les habitats naturels car ils sont des murs infranchissables pour les poissons migrateurs et empêchent le transport naturel des sédiments vers l'aval. Les impacts sur la nature sont énormes, mais les barrages ont été construits à une époque où la préservation de la biodiversité passait bien après la production d'électricité. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec plus de 30 barrages entre Genève et Marseille. Et bien voilà, bienvenue à la plus grande brasserie de France qui se trouve juste derrière moi sur les berges du Rhône. Et non, c'est l'usine nucléaire de Malville. Et pourquoi c'est au bord du Rhône? Eh ben, on va le découvrir ensemble maintenant. T'es heureux de passer ton été ici, Sacha? Les usines nucléaires, c'est super. Ouais. On se trouve dans la région Rhône-Alpes et ce petit bébé derrière moi, il fait à peu près 40% de l'électricité de toute la région. C'est énorme. Alors comme les barrages, les centrales nucléaires, c'est pour faire de l'électricité et comme les barrages, ça a un impact sur la rivière. Et je vous propose de découvrir quel est l'impact d'une centrale nucléaire sur la rivière. Je parle même pas de radiation, là, je parle d'autre chose. Sur le Rhône, on trouve plusieurs centrales nucléaires, 5 au total, avec de nombreux réacteurs chacune. Et bien sûr, comme les barrages, ces usines produisent une grande quantité d'électricité et ont aussi des effets négatifs sur la nature. Elles ont été installées ici car elles ont besoin d'énormes quantités d'eau pour refroidir leurs réacteurs. Et donc, leur effet sur la nature, c'est premièrement l'augmentation de la température de l'eau.
Et voilà, ici on voit justement l'eau qui a servi à refroidir le générateur qui est relibéré dans le Rhône et malheureusement la température bien évidemment elle est beaucoup plus haute. Ça c'est un gros problème pour beaucoup d'insectes et les animaux qui s'en nourrissent. En période de forte chaleur, comme en été par exemple, le fait d'ajouter de l'eau chaude dans le fleuve crée un stress thermique mortel pour les organismes aquatiques. Pour simplifier, on va dire que les insectes et les autres petites bêtes qui sont à la base de la chaîne alimentaire du fleuve n'aiment pas du tout l'eau chaude. Donc plus l'eau est chaude, moins on trouvera d'animaux. D'autres problèmes qu'apportent ces usines nucléaires, bien sûr, c'est le risque d'accident nucléaire ou encore le traitement et le stockage de déchets radioactifs, l'approvisionnement de l'uranium aussi. Et les centrales nucléaires sont aussi des monstres de béton. Maintenant qu'on sait tous les risques qui sont liés à l'énergie nucléaire et tous les inconvénients que ça peut avoir sur la biodiversité, pourquoi aujourd'hui encore on utilise ce type d'électricité? Moi par exemple, depuis que je suis né et encore aujourd'hui, je suis malheureusement dépendant de ce type d'électricité. Mais il faut aussi le dire, les usines nucléaires ont l'avantage de générer des quantités énormes d'énergie de manière stable et continue. Elles émettent aussi relativement peu de gaz à effet de serre comparé à l'énergie générée. De l'électricité, on en a besoin, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que les devantures des magasins et les bureaux doivent rester allumés jusqu'à 4 heures du matin? Ou est-ce que les lampadaires doivent éclairer les routes jusqu'au bout de la nuit? C'est peut-être là-dessus qu'on peut se poser des questions par rapport à notre utilisation de l'électricité. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de s'éclairer avec des bougies le soir. Ça, on est d'accord. En revanche, il faut aussi réfléchir à comment est utilisée l'électricité qu'on produit. D'ailleurs, bien souvent, ce sont les industries qui utilisent le plus d'électricité. On pourrait peut-être taxer ces entreprises qui génèrent beaucoup d'argent et aussi, on pourrait réfléchir à comment sont utilisés les produits qui sortent de ces industries, comme par exemple l'aluminium. Depuis Lyon, on a vu pas mal de bateaux qui transportaient des marchandises et on se demandait ce que ça pouvait être. Et là, je crois qu'on a un petit indice. Tous ces bateaux, ce qu'ils transportent, c'est bien simple. Des produits pétroliers, des produits chimiques, des matériaux de construction comme du sable et du ciment, mais aussi des produits agricoles comme des céréales. Et il existe aussi des bateaux touristiques qui permettent de faire des croisières sur le Rhône. Et pour que tout ce beau monde puisse naviguer confortablement, les humains ont dû adapter le fleuve en creusant avec des pelles mécaniques le lit de la rivière. Donc pour rendre le Rhône navigable, on va pas se mentir, il a fallu complètement défigurer le Rhône naturel. Et ça a été un énorme impact sur le Rhône, encore bien visible aujourd'hui. Au fur et à mesure de cette aventure, je m'en rends clairement compte, le Rhône n'est plus aussi naturel qu'il pouvait l'être par le passé. Avec tous ces barrages, ces usines nucléaires, sans compter l'industrie qui bien sûr s'est installée le long du Rhône, il ne reste plus énormément de coins sauvages en aval de Lyon. Mais malgré tout, mon aventure doit continuer, alors pas le temps de niaiser, il faut que je remonte sur mon bateau et que je continue la descente. J'ai de l'eau plein le bateau! De l'eau plein le bateau, je vous dis. Allez, à tout à l'heure. Heureusement, on est quand même tombé sur une petite pépite, d'ailleurs très peu connue, et on a eu la chance de faire la visite de cet endroit avec 2 responsables du secteur. En arrivant, on s'est rapidement rendu compte que cet endroit allait être très intéressant. On est d'ailleurs rapidement tombé sur une famille entière de martins pêcheurs. On s'est donc mis en affût le soir pour espérer les voir et bien sûr les filmer. On a eu beaucoup de chance ce soir-là parce qu'on a pu observer des comportements incroyables entre les parents qui chassent et les jeunes qui, eux, avaient déjà un plumage d'adulte. Notre affût de quelques heures a été récompensé par au total 5 martins pêcheurs qui tournaient partout autour de nous.
Bonjour, je m'appelle Aude Soleux, je suis garde technicienne sur les espaces protégés de l'île de la Platière. Et moi, c'est Manon Bounous, je suis chargée d'études flore et habitat à l'île de la Platière. Ici, on est au niveau du vieux Rhône de Péage du Roussillon, donc c'est la zone dédiée pour l'expansion des crues du Rhône. Donc ici, ça se gère parce qu'il n'y a personne. C'est une zone conservatoire, c'est une zone protégée, donc l'eau peut monter, c'est pas un problème pour les habitations, c'est pas un problème pour les riverains. Ce qui est particulier sur cet espace, c'est que c'est un poumon vert qui est à l'aval de Lyon, et c'est le dernier, et autant le préserver pour assurer une pérennité et tous les services que peut nous rendre la biodiversité dans ce coin-là, quoi. Alors ici, on a une mosaïque d'habitats diversifiés. Forestier d'abord, on a de la forêt alluviale plus ou moins mature, mais on a également des milieux aquatiques courants et stagnants. Et au milieu de tout ça, on a des endroits où le toit de gravier il est beaucoup plus haut, et donc les arbres n'arrivent pas à pousser parce qu'il n'y a pas de terre pour les racines. Sur les cartes, on voit bien, ça fait des îlots au milieu du patch de forêt qui sont importants à préserver parce qu'ils sont très rares. Déjà que les forêts alluviales et les zones alluviales sont rares le long du Rhône, alors ces patchs de prairies sont encore plus rares parce que c'est vraiment, il reste des confettis de prairies alluviales dans le Rhône. Dans les prairies alluviales, il y a la rencontre à la fois des espèces de milieux très secs, qui sont là parce que c'est un milieu avec très peu de limon, beaucoup de gravier très filtrant, donc il fait sec. Et à la fois, c'est une zone qui est inondable, donc qui est inondée pas forcément tous les ans, tous les 2 ans. Et donc ça fait des associations d'espèces un peu improbables. Là, on vient de traverser la petite jungle, donc on est tout transpirant et tout plein de boutons de moustiques. Et alors, on cherche l'orchidée du castor. Donc l'orchidée du castor, c'est cette petite orchidée délicate, donc elle est là. C'est une orchidée protégée. C'est une micro-endémique de la moyenne vallée du Rhône, donc ça veut dire qu'elle est présente en gros que entre l'aval de Lyon et le nord de Montélimar. Elle affectionne les couverts forestiers denses, les zones qui sont très en lien avec la nappe alluviale. Et donc les espaces protégés de l'île de la Platière qui concentrent à peu près un tiers de la population mondiale du coup, de cette espèce ont une responsabilité très importante dans sa conservation. Donc il y a un suivi de la population qui est en cours sur cette espèce, on suit où est-ce qu'elle est et en quelle quantité. Pour la protéger, on essaye d'acquérir les terrains sur lesquels elle est identifiée afin d'assurer la libre évolution de ces parcelles et la pérennité de la présence de l'espèce. Toutes les actions de gestion qui sont réalisées sur le site, elles sont en faveur de la recréation de processus de dynamique alluviale, c'est-à-dire des processus d'érosion des peaux de sédiments plus ou moins fins dans le lit du Rhône et sur les berges, dans le but de recréer des habitats pionniers qui sont les habitats les plus patrimoniaux sur le Rhône et qui sont d'une rareté incroyable maintenant à cause des différents aménagements, des différentes générations d'aménagements sur le lit du Rhône. Une des grosses difficultés à la mise en œuvre de la gestion du site, c'est aussi l'absence de continuité entre l'aval et l'amont, le nombre de barrages, le nombre d'industries qui créent en fait des freins rien qu'à la continuité écologique. Donc typiquement le Rhône qu'on a derrière nous, il représente que 15% du volume d'eau qui est présent. Le reste du volume, il est là-bas dans le canal, il sert à alimenter une centrale hydroélectrique. Bien sûr, le canal écrête les crues. Donc les crues sont moins importantes et permettent moins une dynamique alluviale et de toute façon il n'y a plus de continuité sédimentaire entre le nord et le sud, donc il n'y a plus vraiment d'apport de sédiments à cause de la succession des barrages, mais également le dérèglement climatique fait que les prévisions prévoient que le Rhône aurait perdu 40% de son volume en 2050, donc ça fait moins d'eau, donc ça fait moins de crues, donc ça fait des écosystèmes en danger. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'une zone alluviale sans crue, c'est un petit peu un lac sans eau, ça n'a aucun sens. Et pourtant, la Compagnie nationale du Rhône pourrait augmenter ses crues saisonnières. Mais bien sûr, ça fait perdre un petit peu d'eau, donc ça fait perdre un petit peu d'électricité. J'ai quand même espoir que les mentalités puissent changer dans les années à venir et que cette zone alluviale protégée puisse reprendre son dynamisme naturel. Après la découverte de l'île de la Platière, nous reprenons notre cap direction la Méditerranée. Et avec nos courbatures et nos poignets douloureux, on sent bien que Marseille est encore loin. Finalement, lors de cette descente qui aura duré au total 18 jours, on n'a littéralement croisé aucun bateau sur le Rhône. J'étais sûr qu'on allait croiser d'autres aventuriers qui auraient eu la même idée que nous, mais non, on était vraiment tout seul. On est des gros porcs, mais je me douche ce soir, promis. Pendant la descente du Rhône avec Sacha,
on a été surpris à chaque kilomètre par toutes les traces historiques de la présence des humains le long du Rhône. En passant par Avignon, où se dresse le célèbre pont d'Avignon, qui d'ailleurs s'appelle pas du tout comme ça, il s'appelle le pont Saint-Bénézet, je me suis dit que c'était quand même important de souligner dans ce film que les humains et le Rhône, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Dès les premiers kilomètres en France, on a croisé des sites archéologiques qui montrent que nous nous sommes installés à proximité du Rhône il y a des milliers d'années déjà. Le site archéologique de l'Arina par exemple, perché en haut des falaises qui dominent le fleuve. Quand je suis dans ce genre d'endroit chargé d'histoire, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer comment vivaient les communautés qui ont peuplé les rives du Rhône en exploitant les ressources qu'ils trouvaient ici pour leur survie. La présence des Romains aussi se fait ressentir à chaque tournant. Ils ont laissé des traces indélébiles de leur passage, comme le pont du Gard, un aqueduc monumental qui traverse le Gardon, un affluent du Rhône. Ces infrastructures anciennes témoignent clairement l'ingéniosité et la capacité de nos ancêtres à modifier les cours d'eau afin d'augmenter notre qualité de vie. Au Moyen-Âge aussi, les châteaux forts tels que le château de Crusolles veillaient déjà sur le fleuve. Le Rhône représente aussi une voie commerciale importante qu'il fallait militairement surveiller. Je suis obligé aussi de vous parler rapidement du pont Saint-Esprit, construit, tenez-vous bien, au XIIIe siècle. Ce pont énorme pour l'époque est un autre exemple de cette volonté de maîtriser le fleuve pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer les liens entre les régions. En arrivant vers la ville d'Avignon, on a pris le temps de visiter certains monuments comme le Palais des Papes. Alors j'ai pas le temps ici de vous parler de tous les papes qui ont vécu à Avignon, mais cette ville est littéralement une mine d'histoire. Rien que le fameux pont Saint-Bénézet, détruit par le Rhône, est un symbole très parlant des interactions entre les humains et le fleuve. Un peu plus bas, on croisera aussi la ville d'Arles, avec ses arènes romaines et ses amphithéâtres. Et là, tu sens bien que la ville a profité depuis longtemps de sa proximité avec le Rhône pour s'enrichir et devenir la ville géniale que l'on connaît aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui, les humains n'ont pas changé. Et nous continuons à exploiter le Rhône à notre avantage, mais cette fois à un tout autre rythme. On l'a vu avec les usines nucléaires et les barrages. Et en plus, il y a les besoins industriels qui poussent de nombreuses usines à venir s'installer le long du Rhône. Il y a aussi les écluses pour garantir la navigation et de nombreuses stations de pompage pour l'agriculture. Tout ça, ce sont les signes modernes de la connexion entre les humains et le fleuve. À mesure de notre progression, les portages se succèdent. Et l'idée que notre périple va bientôt toucher à sa fin commence à se faire sentir. On arrive en Camargue en toute fin de journée. Et là, je crois qu'on n'était vraiment pas préparé pour voir autant de nature devant nos yeux. Des oiseaux de partout nous accueillent et on se réjouit à l'idée de traverser la Camargue et de prendre le temps d'observer la faune sauvage. Dans ce qui reste aujourd'hui du delta du Rhône, c'est un monde très différent qui se présente devant nous. Ici, l'eau et la terre se conjuguent pour créer un écosystème unique au monde. Cet endroit, c'est bien plus qu'une région géographique sur une carte. C'est un écosystème complexe façonné par les eaux du Rhône et la mer Méditerranée. Bienvenue dans ce paradis sauvage. Une terre de contraste où chaque recoin abrite une biodiversité à couper le souffle. Il est énorme! Oh la carpe! C'est une giga carpe! Parmi les icônes de la Camargue, bien sûr, je dois parler des célèbres chevaux et des taureaux de Camargue. Ces deux espèces sont clairement des symboles de la culture locale. Ces magnifiques chevaux blancs, au caractère bien trempé, galopent en semi-liberté au travers des marais, tandis que les taureaux noirs, élevés pour les courses camarguaises et leur viande, évoquent la passion et la tradition qui animent cette région. Mais selon moi, en tant que biologiste, ce qui rend la Camargue encore plus remarquable, c'est son importance cruciale en tant que halte migratoire pour des milliers d'oiseaux chaque année. La Camargue offre un refuge vital pour de nombreuses espèces. En quête de repos et de nourriture,
lors de leur long voyage saisonnier entre l'Europe et l'Afrique. Parmi les habitants les plus fascinants de cette région, je suis obligé de vous présenter, bien sûr, les fameux flamants roses. Ces grands oiseaux sont vraiment majestueux avec leur plumage rose éclatant, blanc et noir. Ils trouvent un refuge idéal en Camargue pour se nourrir, mais aussi pour se reproduire. Les marais de cette région offrent des conditions parfaites pour la nidification de ces animaux grégaires. C'est-à-dire qu'ils forment des immenses colonies, parfois composées de centaines, voire des milliers d'individus. En voyant cet environnement splendide, je garde bien à l'esprit aussi que la Camargue a été profondément modifiée au fil des années. Une grande partie de l'eau qui arrivait naturellement dans ce secteur a été déviée et termine aujourd'hui sa course à Marseille. Les marais de la Camargue qui subsistent encore aujourd'hui sont complètement dépendants de l'action humaine par des systèmes artificiels de pompage et d'écluses. Malgré cela, la Camargue, pour moi, se révèle comme une pépite de biodiversité, mais aussi un magnifique point final à mon aventure. Lors de mon voyage, j'ai bien senti l'intensification de l'activité humaine le long du Rhône. Et ceci est visible dès la source, en Suisse, où les humains ont percé les montagnes pour y faire passer des trains et des routes. En Valais, avec le lit de la rivière qui est exploité sur de nombreux secteurs pour ses précieux graviers. Et en France, où le fleuve, lui, est sillonné par des bateaux, tandis que ses rives, majoritairement artificielles, sont bordées par des autoroutes, des villes et des usines. Et toutes ces activités illustrent bien que le Rhône est resté au cœur de nos activités. Pendant notre voyage, on a visité de très beaux endroits, mais on a aussi été les témoins de l'indifférence des industries qui, il faut le dire, se permettent de polluer allègrement les eaux du Rhône. Parmi les exemples les plus marquants, il y a bien sûr les usines qui ont relâché pendant des années du mercure en Valais et au sud de Lyon. Ces crimes scandaleux des industries contre la santé humaine et la biodiversité ont été dénoncés et ont, paraît-il, cessé. Mais il n'y a pas que le mercure qui pollue l'eau. De nombreux autres produits chimiques sont encore déversés dans le Rhône, sans parler des stations d'épuration qui, à chaque petite pluie, déversent des matières fécales en grande quantité dans le fleuve. L'addition de tous ces facteurs font que la qualité de l'eau du Rhône n'est aujourd'hui vraiment plus incroyable. On a aussi été les témoins que les rares parties naturelles du Rhône, comme les Grangettes, le Moulin de Verre, l'île de la Platière ou encore la Camargue, ne sont en fait que l'ombre de ce que ces secteurs devaient ressembler avant les aménagements artificiels. Les zones naturelles qui subsistent sont en fait le résultat de petites compensations suite aux nombreuses destructions d'habitats causées par l'installation des barrages qui ont dévié une grande partie de l'eau. L'avenir nous dira si notre gestion actuelle de ce fleuve est intelligente, mais l'accentuation des événements météorologiques, comme les sécheresses et les crues que l'on constate ces dernières années, nous montre déjà les limites de notre système. En revanche, un sujet sur lequel je n'ai aucun doute, c'est la résilience de la nature. Si on laisse de la place et du temps à certains secteurs, en renaturant des berges du Rhône par exemple, ou en réhabilitant des anciennes gravières, la vie sauvage peut reprendre rapidement ses droits, comme on l'a déjà vu au Moulin de Verre à Genève. En conclusion, on ne s'en rend encore peut-être pas compte aujourd'hui, mais ces secteurs sauvages possèdent une véritable valeur écologique, qui nous rendent des services gratuitement sans même qu'on s'en rende compte, mais aussi une valeur sociétale, en apportant une meilleure qualité de vie aux habitants qui vivent au bord du Rhône. Et ça, pour les humains et pour la biodiversité.